à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art présenté par Sybille Aoudjan, journaliste spécialiste des questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons avec l'interview de l'art à la une et nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau Daniel et Florence Guerlin, tous deux collectionneurs. L'occasion pour nous de se demander comment faire pour se constituer une collection d'œuvres d'art, mais aussi et surtout comment ils appréhendent des événements auxquels ils participent comme les prochaines foires telles que le Salon du Dessin ou Art Paris. Ensuite, nous terminerons avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié au leasing immobilier. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça fonctionne ? Nous ferons un focus sur cette technique pour acheter votre bien immobilier petit à petit sans avoir à investir un apport personnel au départ. Nous en parlerons avec Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est tout de suite. Et nous commençons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié au monde de l'art présenté par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors on commence tout de suite par le rapport d'Art Price qui a été publié cette semaine, rapport du marché de l'art mondial. Les ventes aux enchères d'œuvres d'art ont atteint 16,5 milliards de dollars en 2022. C'est une baisse de 3,1% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres concernent seulement le fine art et les NFT, n'entrent pas en compte les objets de collection qui peuvent aussi être vendus dans les ventes aux enchères, comme les voitures de collection par exemple. Ce qui est à retenir de ce rapport aussi, c'est que le marché n'a jamais été aussi dynamique. 705 000 lots ont été vendus au cours de l'année et c'est une progression de 4,7%. Qu'est-ce qui explique de tels chiffres, Sybille ? Alors d'un côté, on a un très grand nombre d'œuvres vendues pour des prix abordables. C'est-à-dire parmi toutes les transactions dont je vous parlais, 50% sont vendus pour moins de 800 $. Un nombre record d'estampes, de photographies, mais aussi des dessins et puis des peintures à des prix plus abordables. D'un autre côté, ce qui tire les ventes, c'est de très grandes collections qui sont passées sous les marteaux des maisons de vente. La collection Paul Allen, la collection Maclo ou encore Huber de Givenchy pour ne citer que. L'un des faits les plus marquants de cette année, c'est que 6 ventes supérieures à 100 millions de dollars ont été réalisées. Et ça, c'est du jamais vu, dont on a souvent parlé de cette œuvre d'art, Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, qui a été vendue pour plus de 195 millions de dollars. Quelle est la répartition mondiale, Sybille ? Alors, le marché 2022 présente un déséquilibre régional. On a toujours les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni qui représentent 80% de la valeur du marché de l'art mondial aux enchères. Mais ces trois pays évoluent différemment et à des vitesses différentes. Le marché de l'art chinois se contracte fortement en perdant 2 milliards, tandis que le marché américain, lui, gagne 1,5 milliard pour atteindre son plus haut niveau historique à 7,3 milliards de dollars. Le marché britannique, lui, retrouve les chiffres pré-pandémie avec 2 milliards de dollars. Quant à la France, elle renforce sa 4e position. Le pays présente par ailleurs l'offre la plus dense, ensuite juste après les États-Unis, avec plus de 106 000 lots vendus. Côté actualité des foires, la TEFAF a ouvert ses portes. Oui, c'est le retour de la foire des Beaux-Arts de Maastricht. Pour la première fois depuis 2019, la grande foire d'art et d'antiquité néerlandaise retrouve son format habituel. La foire a ouvert ses portes depuis le 11 mars dernier. 270 galeries de 20 pays différents sont présentes, mais la plupart... 1/5 de ces galeries sont tout de même françaises. La foire couvre 7000 ans d'histoire de l'art. Cette année encore, la TEFAF montre la diversité des domaines couverts, de l'antiquité à l'art asiatique, du dessin à l'art contemporain. Mais la peinture ancienne tient toujours sa place principale. On reste dans les foires consacrées aux beaux-arts. Oui, c'est la seconde actualité de ce secteur. La première édition de leur fusion a eu lieu l'année dernière. C'était Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Ils se sont alliés pour former une seule et même foire. Et la prochaine édition consolide à nouveau leur union avec une nouvelle identité. La foire s'appellera désormais Fab
Paris. Donc c'est un peu plus court que Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Elle n'investira plus le carrousel du Louvre, mais s'implantera au Grand Palais éphémère. 110 galeries seront présentes du 21 au 26 novembre 2023. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Daniel et Florence Guerlin, tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'art contemporain. Daniel et Florence Guerlin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Daniel Guerlin, est-ce que vous pourriez nous détailler comment est née votre envie de commencer une collection d'œuvres d'art ? Je crois que je n'ai jamais eu l'envie de créer une collection, ça s'est fait comme ça. D'abord, je vivais dans une famille, en effet, où mon grand-père avait une grande collection d'impressionnistes. Donc on en avait sur tous les murs. On en avait une partie chez nous, et puis à la mort de mon grand-père, ça a été divisé entre chaque enfant, ses enfants. Donc on a appris à vivre avec des œuvres d'art, on a appris aussi... L'environnement était porteur. Voilà, on a appris à aller dans les musées. Voilà, je crois que c'est toute une éducation. C'est une éducation, pas un apprentissage, mais une éducation plutôt. Ce qui fait que j'ai toujours vécu. J'avais un grand-père maternel qui était architecte et qui faisait des très belles aquarelles, donc j'en avais sur tous les murs aussi. On va dire que la collectionnite, elle a commencé avec les Dinky Toys, petite voiture de l'époque. Et donc tout ça, ça vient petit à petit. J'ai rencontré à un moment donné des artistes et des galeries, des artistes plus par amitié en fait. Je les ai regardés et on s'est rencontrés avec ma femme par l'intermédiaire de ces artistes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un élément déclencheur ? C'était à force juste de côtoyer tout cet environnement. Oui, à la fin, vous avez eu envie de collectionner. C'était assez naturel de continuer à acheter d'acheter des œuvres. Se dire collectionneur, on ne savait pas très bien ce que c'était. Mon grand-père était bien un grand collectionneur, ça. On en était loin. Et puis on est toujours loin. Si on prend la valeur de ces œuvres, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment une passion qui mûrit petit à petit par des rencontres, par des visites, par l'amitié aussi. Et puis je crois que quand on s'est rencontrés, on a continué avec la même envie de vivre avec ses œuvres. Et puis c'est devenu presque un métier à un moment donné. On a arrêté de travailler tous les deux pour créer la fondation, qui pour nous était là pour vous les transmettre un peu le cheminement qu'on avait eu justement dans cette collection. En général, le mot collectionneur, ça vient quand on a un certain nombre d'œuvres que d'autres, plus professionnels que nous, nous disent que finalement ça devient une collection. Ah, c'est les autres en fait qui vous ont renvoyé un miroir et là vous vous êtes dit bon, en fait on est collectionneur. Voilà. Et ça peut... Avant on considérait qu'on était plutôt amateur d'art. Mais parce que justement, vous avez été guidé par vos goûts seulement. Vous n'êtes jamais dit, tiens, parce que c'est quand même très marqué par votre goût pour le dessin, vous n'êtes jamais dit, tiens, on va faire une collection de dessins, par exemple. Non. Pas au début, là. Pas au début, parce qu'on avait tout. On avait des sculptures. On habitait à 40 km de Paris. Une très belle propriété. On a acheté des sculptures aussi pour le parc. On a acheté des dessins, des peintures, des photos. On a eu une très belle collection de photos aussi. Oui, c'était ça au début, c'était très hétérogène. Ah oui, complètement. Oui, mais je crois que c'est l'aventure. On se laisse prendre. Bon, c'est vrai qu'il faut un certain nombre de moyens. Quand on a vendu, on était actionnaire de Guerlin. Quand on a vendu, ça nous a permis d'aller plus loin. Et c'est là qu'on a décidé de créer la fondation. Puis après, c'est un enchaînement. On devient ami du musée Pompidou, de beaucoup d'autres musées. Donc ça, c'est des rencontres. Et on se prend, on devient part de tous ces éléments. Et on a envie vraiment de posséder aussi. C'est aussi une... Et c'est ce que vous conseillerez à des jeunes collectionneurs, de juste suivre leur premier instinct, leur premier goût, avant de se dire, tiens, je vais faire une collection
dans ce type de mouvement, par exemple? Oui, il faut absolument laisser le premier regard se porter sur une œuvre et essayer parmi toutes les œuvres actuelles de choisir celles qui sont les plus intéressantes. Mais ça vient au fur et à mesure, c'est évident. Et à partir de quand vous avez choisi de vous spécialiser? Parce que c'est le dessin qui... Daniel a dit, on a eu une collection de photos énorme et on commençait à avoir beaucoup de dessins, donc il a fallu qu'on vende les photos. Ça nous a un peu rendu triste parce que quand on a vu toutes les photos accrochées chez Arcurial, on a dit C'est bien. C'est assez C'est une belle exceptionnel. collection. Mais vous savez que la photo et le dessin, au point de vue garde, c'est absolument très fragile. Et donc, on n'avait pas la place de mettre 1200 dessins. Et puis, on avait à peu près Je parle de 500, 300, je ne sais même plus. Oui. photos. Mm. Donc, il a fallu faire un choix. Cornélien. Et est-ce que vous avez souhaité vous faire accompagner dans votre collection comment est-ce que vous avez été accompagné? En étant amis du Centre Pompidou, on faisait partie d'un cercle d'achat d'œuvres, accompagnés par des conservateurs, donc qui eux-mêmes nous apprennent en fait aussi la manière de regarder une œuvre, puis à force on regarde les artistes connus, les galeries qui ont une bonne réputation aussi d'avoir des bons artistes, on leur fait confiance. Tout ça, ça se passe très, très naturellement. On aurait décidé d'être des professionnels, de créer une galerie. Il aurait fallu qu'on apprenne un petit peu plus les choses autrement. Mais là, non, ça s'est fait... on a eu des amitiés avec des artistes, ça s'est de temps en temps un petit peu gâté, bon, comme toute amitié. Et puis avec les galeries aussi, il y a des galeries avec qui on a fait beaucoup de choses, et puis à un moment donné, les choses se passent moins bien. Enfin bon, tout ça, c'est... Mais avec un jeune collectionneur, vous lui conseillerez de ne pas y aller tout seul non plus? Il faut qu'il aille dans les galeries, alors qu'il aille dans les bonnes galeries, parce qu'il est sûr de trouver des artistes intéressants. Bon, on parle des prix de vente maintenant à des milliards, c'est pas ça ça nous intéresse pas. Ça, c'est vraiment le marché financier, ça n'a plus rien à voir avec l'art. Mais si vous suivez des bonnes galeries, si vous allez au Centre Pompidou, d'autres musées qui ont des très belles expositions, qui ont des très belles collections, on apprend beaucoup. Et donc là, il va y avoir dans les 2 prochaines semaines des foires assez intéressantes. Donc d'abord la semaine du dessin, la semaine prochaine avec le salon du dessin, puis aussi Drawing Now. La semaine suivante, c'est Art Paris. Donc vous, il y a un de vos prix qui est quand même en partenariat avec le salon du dessin. Donc vous connaissez quand même bien ce salon. Mais comment est-ce que vous vous préparez tout simplement à des semaines si dynamiques sur la place parisienne? Ben oui, on est bien obligé. Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail. Et là, cette année, on a choisi un sujet qui est un peu difficile, c'est l'art brut. Ça, c'est pour votre prix de la Fondation. Voilà. En fait, si on va au Salon du dessin, c'est parce qu'on y montre nos 3 artistes du prix. Et c'est là qu'on annonce le lauréat avec les jurys. Je suis désolée. Comment vous allez faire pour départager les 3 artistes qui seront On a présents? des jurys, des jurys étrangers et français, et on leur a donné tous les documents pour pouvoir choisir, apprendre, s'ils ne savent pas, et ensuite on vote. On est allé filmer chez les artistes même. Le film existait, mais 2 autres, on a fait des films sur eux. Quand c'est pas là c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément de galerie ou ils sont dans des institutions. Donc les rapports sont un peu d'autant plus compliqués qu'avec eux, il est difficile de parler. Enfin, l'un, de toute façon, ne parle pas du tout. L'autre, il est iranien, il parlait en iranien. Il avait ses 2 fils avec lui qui parlaient anglais, donc on arrivait à peu près à se comprendre. Et puis le 3e est aux États-Unis. Là, on n'a pas été oui, c'est Pascal Leider, Mehrad Rachidi et Méline Veil, pardon. Oui. Et lui, on a eu un film sur lui qui a été tourné avant, où il raconte des histoires assez extraordinaires.
voilà, mais les dessins sont magnifiques aussi. Mais dans ces 3 artistes, c'est vous qui les avez Oui, enfin la commission, il y a une commission. Mais avec la commission, vous les avez proposés quand même. Oui, 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 oui. on a été très aidés par Bruno de Charme, qui est un très grand collectionneur de l'art brut, qui nous a donné un panel de 20 artistes de l'art brut qu'on ne connaissait pas du tout. On est allé en voir pas mal. Et puis là, on a amené tous ces artistes-là au comité de sélection et on a voté. On a voté pour ces 3-là. Et pourquoi mettre en avant particulièrement cette année l'art brut? Alors, c'est pas un effet de mode. Ça, on y tient beaucoup, parce que c'est vrai que l'art brut, maintenant, est très à la mode. J'avais très envie de montrer cet art-là au public, parce que c'est tout de même encore plus ce que dit Daniel. Le dessin, c'est le geste premier qui vient du cerveau vers la main. Et là, en l'occurrence, comme ils ne sont pas du tout allés dans des écoles d'art, c'est vraiment premier. C'est leur geste qui fait l'œuvre, complètement. Il n'y a pas d'éducation derrière. C'est leur moyen d'expression. Oui. C'est quand on revient au dessin des cavernes, c'était leur moyen aussi de s'exprimer. Ils en sont là d'une certaine façon. Maintenant, ils ont un regard, il y a une sensibilité énorme, décuplée chez ces gens-là. Alors ça peut être avec humour, ça peut être avec une certaine passion, la manière dont ils dessinent, on les voit dessiner, mais c'est des tout petits traits, mais qui se cumulent, et remplir des feuilles pas très rapidement, mais quand même, ils travaillent 5-6 heures, 7 heures par jour, juste gribouiller pour arriver à des dessins. Sans avoir été à l'école, sans qu'on leur ait appris qu'il fallait faire une courbe comme ça. Voilà. Et je reviens juste au prix que vous avez créé. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que collectionneur d'avoir un prix? C'est quand même presque l'apogée d'une volonté de collectionneur. Ça veut dire que votre œil il est quand même adoubé par le monde de l'art. C'est-à-dire qu'on a créé la fondation. Il n'y avait pas de prix à l'époque, c'était à 40 km de Paris. On a fait des expositions de groupe sur des thèmes différents pendant 7-8 ans. Après, on a fait un certain nombre d'expositions de nos dessins, déjà, qu'on a ressortis. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer le prix de dessin, parce que pour moi, c'est le geste le plus profond, le plus créateur, je veux dire, de tout. Tout se crée par le dessin. Tout s'est créé par le dessin, en tout cas. Donc, c'est très important. Merci beaucoup, Daniel Guerlain et Florence Guerlain. Vous êtes tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'art contemporain, Daniel et Florence Guerlain. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à l'immobilier et plus précisément au leasing immobilier. Pour les plus petits budgets, cette technique d'achat petit à petit se démocratise de plus en plus. Pour en parler, nous sommes ravis de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Charles Ruel, cofondateur de Sésame. Bonjour. Bonjour. Alors Charles, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement Sésame ? Oui, merci encore. Sésame est une jeune société, on a été créé l'année dernière. On a fait le constat qu'on n'était pas tous égaux face à l'accès à la propriété et on a souhaité adresser cette problématique qui est l'accès au logement et l'accès à la propriété pour la résidence principale. Donc vous partez du constat que l'accès à la propriété est de plus en plus compliqué en proposant une offre de leasing immobilier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui bloque dans l'achat traditionnel ? Alors aujourd'hui, effectivement, il y a notamment un phénomène lié au contexte, lié à l'augmentation des taux, lié au taux d'usure, à un certain nombre de nouvelles contraintes aussi qui s'imposent aux accédants pour obtenir un prêt immobilier, ce qui malheureusement augmente la part de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus obtenir un crédit immobilier. Et donc on adresse ces personnes qui sont solvables mais non finançables à un instant T, et on leur propose une nouvelle approche pour se préparer à devenir propriétaires de leur logement par le leasing immobilier. Mais donc c'est plutôt une solution alternative plutôt qu'une solution, une vraie solution d'achat immobilier. Absolument, c'est une solution alternative d'accompagnement et de transition, le temps nécessaire à ce que vous puissiez obtenir un crédit immobilier. Ça vous permet tout simplement de ne plus être tout simplement locataire et de différer votre projet immobilier, mais de commencer à préparer votre projet, vivre dans le logement de votre choix et vous préparer à l'obtention de votre crédit immobilier.
Donc cette solution, le leasing immobilier, ça s'adresse aux particuliers. Est-ce que ça s'adresse aux professionnels et est-ce que ça s'adresse aussi aux investisseurs? Alors c'est plutôt pour des particuliers. On pense qu'effectivement il y a aussi un marché pour des professionnels. Nous aujourd'hui on adresse exclusivement des particuliers qui souhaitent acheter pour leur propre usage, pour leur résidence principale et qui donc pour expliquer un petit peu plus comment ça marche, qui à un instant T ont un projet d'achat, ont pris connaissance qu'ils ne pourraient pas avoir un crédit ou un refus de prêt. Et donc, on les accompagne, on va étudier leur situation personnelle, on va étudier leur projet, on va valider le choix de leur bien, on va pouvoir acheter le bien à leur place. Ils vont avoir la possibilité d'y emménager et y vivre dès maintenant sans différer leur projet. Et on va leur permettre de leur accorder du temps et de l'accompagnement pendant 3 ans maximum pour qu'ils puissent, in fine, avoir leur crédit et racheter le bien à un prix qui est convenu d'avance. Donc on va rentrer dans le détail effectivement du leasing immobilier. Juste avant, vous disiez que vous vous penchez sur les profils des gens qui souhaitent acheter et qui ne peuvent pas pour le moment. Est-ce que vous avez constaté que lorsqu'on n'est pas en CDI, c'est plus compliqué parce que c'est quand même le CDI qui est préconisé, on va dire, pour l'achat immobilier? Oui, et le CDI ne fait pas tout. Il y a la question effectivement de l'apport, il y a la question de votre situation, de votre foyer. Est-ce que vous avez encore un préconso qui pourrait malheureusement limiter votre capacité d'endettement? On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de situations auxquelles nos clients sont confrontés qui font qu'ils pourraient ne pas suffisamment avoir une capacité d'endettement pour un projet. Et donc, c'est dans ces conditions qu'on intervient. On pense notamment aux indépendants qui ont la question de leur situation n'est pas très bien appréhendée aujourd'hui par une banque. On leur demande souvent une ancienneté significative et une stabilité dans leurs revenus. Donc ce sont autant de situations qui nécessitent des solutions alternatives et un accompagnement. Et c'est ce qu'on propose. Alors on rentre donc dans le détail de vraiment comment ça fonctionne. Est-ce que le leasing immobilier, c'est comme le leasing pour les voitures, Charles? Alors il y a une vraie analogie effectivement, puisque vous avez une première mensualité, vous avez un loyer tous les mois et puis il y a une option d'achat. Et donc en ce sens, il y a une vraie analogie. Je dirais que à la nuance qu'on est à vos côtés et aux côtés de l'accédant pour l'accompagner dans le choix de son bien et de vérifier qu'effectivement c'est un bon projet, c'est un bon investissement. Il y a un alignement d'intérêt permanent puisque à partir du moment où on achète le bien pour son compte, on va ensemble avoir les mêmes objectifs, vérifier que c'est un bon investissement pour lui et pour nous. Et puis, pendant toute la durée de l'usage, ça va lui permettre de constituer son apport et de pouvoir exercer l'option d'achat qui se déduit mécaniquement d'une partie, effectivement, des montants versés. Donc vous disiez que, en fait, on est locataire pendant 3 ans avant l'option de rachat de l'appartement. Donc c'est quand même, ça ressemble beaucoup à une location. C'est quoi la vraie différence fondamentale? Alors, on n'est pas dans le cadre de la loi de 89, la loi Hoguet, mais vraiment la loi de 84. Donc, c'est une loi qui définit la location-accession d'un point de vue juridique. Donc, nos clients ne sont pas des locataires, sont plutôt assimilés à des futurs propriétaires. Ils vivent dans le logement de leur choix. Ils peuvent se projeter, ils peuvent moderniser. Ils ont la possibilité de devenir propriétaires en exerçant l'option d'achat à tout moment. Et c'est bien notre objectif de leur permettre que ce soit dans les meilleures conditions et au meilleur moment. Et ils votent en assemblée générale, ils sont vraiment dans l'expérience à être déjà propriétaires. On vient simplement dissocier le moment de l'emménagement du moment de l'obtention de votre financement pour faire face à des situations où il faut de plus en plus se préparer à devenir propriétaire pour obtenir un crédit immobilier. Et donc on vient accorder ce temps nécessaire à se préparer. D'accord. Donc pour acheter ces appartements, donc c'est vous qui les achetez. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires comme des investisseurs financiers ou des partenaires immobiliers, Charles? Oui, absolument. On travaille aujourd'hui avec près de 200 partenaires qui sont des partenaires immobiliers, qui sont des courtiers, des agents immobiliers, des conseillers bancaires qui sont au contact d'accédants qui souhaitent devenir propriétaires mais qui ne peuvent pas à un instant T. Et donc, on a une solution alternative qui est proposée par nos partenaires pour leur proposer de mettre en œuvre leur projet. Et puis, bien évidemment, donc on est une société, une start-up, une société technologique, et on travaille avec des partenaires financiers et immobiliers qui sont des investisseurs et qui sont intéressés par soutenir non seulement l'accès à la propriété, mais également investir dans l'immobilier résidentiel, dans les territoires, dans une relation d'alignement d'intérêts, puisque ce n'est plus un locataire, mais un occupant qui se projette à devenir un futur propriétaire de son logement. Et donc, effectivement, on est soutenu par des investisseurs qui voient aussi des vertus à ce nouveau produit d'investissement. Est-ce qu'on peut choisir n'importe quel bien sur le marché des ventes immobilières? Alors,
Oui, absolument. En fait, quand un client s'inscrit sur notre site, on va lui octroyer un budget d'achat qui est le reflet de notre analyse de sa situation personnelle et de sa capacité à pouvoir avoir un crédit immobilier dans les 3 ans de ce montant-là. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment une brique importante de notre expertise, de pouvoir prédire son financement futur. Mais justement, et donc si ensuite, jamais, avec ce budget-là, la personne ne peut pas racheter dans les 3 ans, comment ça se passe? alors, ce n'est qu'une option d'achat. Il peut tout simplement ne pas exercer l'option d'achat. Et donc, c'est tout à fait possible qu'il puisse ne plus le souhaiter ou ne pas le pouvoir. Et donc, dans ce cas, il récupère son épargne Et il déménage Absolument. ailleurs, en fait. Absolument. D'accord. Notre rôle est de l'accompagner à devenir propriétaire, pas de le transformer en locataire. Après, parfois, les événements de la vie peuvent faire que, malheureusement, la personne ne peut pas, mais... C'est pour ça qu'on accorde cette flexibilité. Mhm. Après, naturellement, effectivement, notre intention est d'accompagner quelqu'un à devenir propriétaire et de tout faire pour que ce soit réalisable. Est-ce que, selon vous, le leasing immobilier coûte au final plus cher ou moins cher que l'achat traditionnel, Charles? Alors, ça va rester un produit plus coûteux que si vous aviez effectivement l'accès à un crédit immobilier tout de suite, ce qui va rester la voie, je dirais, royale pour devenir propriétaire. On assume qu'on est une alternative, mais on est une alternative qui a un bel écho. On a beaucoup de demandes, plus de 2500 demandes sur notre site, et on est en train de travailler à la mise en œuvre des premières opérations immobilières en France. Est-ce qu'il y a une durée d'engagement, mis à part les 3 ans, du coup? On est sur un accompagnement de 3 ans maximum. D'accord. Je dirais, notre intérêt est de faire en sorte que vous puissiez devenir propriétaire dans les meilleurs délais. Donc, on ne va pas vous embêter ou vous limiter s'il vous a suffi que quelques mois pour pouvoir obtenir votre crédit. Tant mieux, et on en sera ravis, bien évidemment. Et c'est tout l'objectif. Au tout début de cette émission, on a parlé de l'accession à la propriété. J'aimerais qu'on finisse un petit peu là-dessus. Les chiffres d'accession à la propriété montrent qu'il devient de plus en plus compliqué d'acheter. Selon Crédit Logement, en 2022, le taux moyen de crédit il s'établissait à 1,63%. Et en décembre, il a augmenté pour atteindre les 2,34%. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire pour démocratiser l'accès à la propriété, Charles ? Alors, je dirais que c'est aussi notre modeste contribution, et c'est toute l'intention et la mission de Sésame. On a certains homologues dans la PropTech qui y travaillent également avec d'autres manières de réfléchir à l'accès à la propriété. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une grande diversité des personnes qui sont face à des situations, soit une situation administrative, une situation d'endettement, une situation de revenus, des situations de manque d'apport. Et donc, je pense qu'il y a encore de la créativité et de l'innovation. Nous, on fait vraiment le pari de l'innovation et de l'expertise immobilière et financière pour apporter des solutions. Mais effectivement, c'est malheureux, mais c'est une réalité. C'est un marché qui augmente. La part des personnes qui ne peuvent pas devenir propriétaires est amenée à augmenter. Est-ce que, selon vous, dans le cas où les taux baissent, le leasing immobilier est assez démocratisé pour que les investisseurs et les primo-accédants restent dirigés vers cette solution sur le long terme en France ? Alors, je dirais qu'il n'est pas encore démocratisé, on y travaille. D'accord. On reste effectivement encore, je dirais, aux prémices du leasing immobilier. On s'inspire de cette loi de 84 qui, je dirais, avant l'heure, avait posé les fondations et nous permet d'avoir un cadre juridique. On s'inspire notamment d'acteurs qui font ça aux États-Unis depuis 5-7 ans. Ils le font de manière largement démocratisée, cette fois-ci. Et puis, des bailleurs sociaux avaient initié la location-accession. Donc, c'est aussi dans cette veine qu'on y travaille, mais ça reste... et d'ailleurs, je suis ravi de pouvoir être présent aujourd'hui pour contribuer à cette démocratisation. On pense qu'effectivement, c'est un bon produit pour faciliter l'accès à la propriété et pour aider un maximum d'accédants à se préparer à devenir propriétaire. Je dirais que c'est sûrement un peu un des derniers messages, c'est que on voit qu'il faut réunir un certain nombre de conditions nécessaires pour obtenir un crédit. Et donc, plus que jamais, je crois qu'il faut se préparer à devenir propriétaire. Et on peut être une solution pour aider à se préparer tout en évitant de rester locataire d'un bien qui n'est pas forcément le bien de son choix. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles Ruel, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir expliqué le concept du leasing immobilier. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Sésame. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À bientôt.